Je ne parle pas très bien français, mais je comprends. Ok, tu peux nous expliquer. Moi, je veux comprendre. Bon, d'abord, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Dans le petit village qui s'appelle Moulan. Mon nom, c'est Laurent, Voilà, ok. un des conservateurs du musée de Moulan. Ok. Donc là, d'abord, vous êtes dans la place du petit village. Donc cette place est appelée Outendoukaï, c'est un mot Diola. Donc chez nous, s'il y a des cérémonies traditionnelles qui concernent tout le village, c'est ici qu'ils le feront. Ok. Si le roi voulait parler à sa population, ils vont se réunir ici. S'il y a aussi un malfaiteur du village, c'est ici qu'ils vont le juger. C'est ici même le tribunal du village. Ok. Donc chez nous, on règle d'abord les problèmes internes avant d'aller à la gendarmerie ou bien à la police. Donc c'est une place qui est sacrée. Pourquoi? C'est à cause de ce fétiche qui est là. Donc cette fétiche qui est là qui fait que la place est sacrée. En même temps aussi, ces fromagers qui sont là sont sacrés. Donc personne n'a pas le droit de les couper. On peut les toucher, faire des photos avec si vous voulez monter jusqu'en haut, mais pas de les couper. Chez nous, le fromager, l'arbre qui est là, est très important chez nous. Oui, voilà. Donc c'est un arbre très important car ses racines sont utilisées pour faire des portes, des bancs pour s'asseoir, mais aussi des cercueils traditionnels, des cercueils ouverts. Son tronc est utilisé pour faire une pirogue à rame, une pirogue sans moteur. Mais aussi le fromager est considéré comme un arbre de repère. C'est-à-dire quand tu pars de très loin, si une fois tu vois des fromagers, tu pourras s'orienter. Donc là où il y a des fromagers, toujours il y a des habitations à côté. Donc vous ne verrez jamais des fromagers en pleine forêt. Sinon il y avait des personnes qui y habitaient auparavant. Mais son vrai nom, ce n'est pas le fromager. Donc il n'y a pas de fromage. Donc chez nous en Diola, on l'appelle Boussana. Boussana, ça signifie aussi la pirogue en Diola car son tronc est utilisé pour faire une pirogue. Donc souvent, le français, il l'appelle le capotier. Donc il donne des fruits, ça ce sont ces fleurs qui sont là. Donc ces fruits, donc à l'âge de maturation, ces fruits ont à peu près une taille comme ça. Et ça s'ouvre, ça s'éclate. À l'intérieur, il y a le coton qui sort, qu'on l'appelle le capot. Donc après, à l'intérieur du musée, je vais vous montrer un exemple de capot. Donc maintenant, pourquoi les gens l'appellent fromager, fromager? Donc d'après l'explication des sages qui sont là, les premiers touristes qui venaient ici, souvent ils demandaient à la population comment s'appelait ces arbres d'arbres. Et souvent la population leur donnait le nom Diola, Boussana. Des fois il avait du mal à prononcer ce nom, ou bien il oubliait très vite ce nom. Donc à leur manière, ils l'appelaient l'arbre à la forme âgée. Donc vu que ces racines aussi avaient des formes qui sont un peu âgées, vu aussi l'âge aussi de l'arbre aussi. Donc souvent aussi ils demandaient à la population combien d'âge avaient ces arbres d'arbres. Et souvent aussi, la population aussi avait du mal à donner aussi l'âge exact de ces fromagers parce qu'auparavant ils n'écrivaient pas. Ouais. Mais d'après leur explication, ces fromagers avaient 4 à 5 siècles d'existence. Donc, et si une fois tu coupes une partie de ses racines, l'arbre ne meurt pas. Quelques années plus tard, cette blessure se referme surtout. Et souvent aussi, l'arbre a des épines. Vous venez voir. Donc pour se protéger un peu contre les animaux qui viennent se frotter à côté. Donc souvent quand il est jeune, il a des épines. Quand il devient adulte, il perd ses épines qui sont là. Et quand il est vieux, il reprend ses épines. Et là, ce sont ces nouvelles racines qui poussent. Et pour cela, la couleur est un peu verte. Donc la couleur verte, cela veut dire que l'arbre et ses racines sont en train de pousser encore. C'est pour cela c'est un peu vert. Et quand ça pousse ces nouvelles racines, elle a des épines aussi. À un certain moment, vous allez voir que ces épines disparaissent. Donc s'il n'y a pas de questions, on va entrer à l'intérieur du musée pour voir ce qui se passe là. On te suit parce qu'on ne doit pas mettre nos pieds n'importe où. On va suivre tes pas. On va essayer de respecter aussi la tradition Diola de Moulamp. Et les secrets, je ne sais pas comment le dire encore. Donc à part le fétiche qui est là, il n'y a pas aussi un autre endroit qui est sacré, non? Ah ok, il n'y a que ce fromage. Oui, le fétiche qui fait que ces arbres sont sacrés, mais la place est autorisée à entrer partout. Ok, il n'y a que le milieu. Seulement là où se trouve le fétiche. Là aussi, c'est c'est ça. très magnifique. Là, il est...
Ok. On va au musée. Oui, venez. Ouais. Ça, c'est la racine du fromage. Hein. Ah, ok. C'est un bois qui est léger, mais très résistant aussi. Yeah. Utilisé pour faire l'ancien porte du musée. Et là, maintenant, c'est un tableau. Bon, le musée, l'ancien se trouvait de l'autre côté, c'était construit à terre avec l'argile. Wow. Mais on est en train de le reconstruire. C'est ça le kapok que je disais. C'est comme le coton. Ouais. Donc ce sont les fruits du fromager. Donc ces fruits sont là. Donc à l'âge de maturation, ces fruits seront beaucoup plus grands. Ok. Donc et ça s'ouvre, ça s'éclate. Quand ça s'éclate, à l'intérieur, il y a le kapok, le coton là qui sort. Il y a aussi des graines. Il y a des grains aussi à l'intérieur. Ces grains sont là. Ouais. Mais ça, c'est le kapok de l'année passée. Hein. Et pendant la période du kapok, ça vole partout, presque tout le ciel devient blanc. Et il y a des gens qui nous taquinent pour nous dire que c'est la neige chez vous. Ok. Et ici, vous êtes dans le petit musée de la culture traditionnelle Diola. Petit musée, ok. Donc les objets qui sont là, ce sont les représentations du village. Après les commentaires, vous allez comprendre comment vivent les Diola et comment ils vivaient. Et chez nous, quand on vous dit d'abord le Diola, c'est quelqu'un qui est animiste. Ouais. Des fois, il peut se convertir en chrétien ou bien en musulman. Ouais. Et chez nous, l'animiste, ce qu'il adore, ce sont les fétiches. Ouais. Par exemple, ici, vous avez une représentation de fétiche. Donc souvent, ce qu'on appelle le fétiche, c'est l'autel qui est là, cette représentation. Ouais. Et au niveau de cette représentation, souvent, il y a un esprit qui est là. Et cet esprit, il y a son prêtre qu'on appelle le féticheur, qui peut être une personne comme vous et moi. Mais la différence, cette personne parvient à communiquer avec cet esprit qui est là. Par exemple, tu demandes des prières, il va te demander le vin de palme, ou bien un animal qu'il tue, seulement le sang qu'il récupère, pour faire les offrandes au niveau de ce fétiche. Et le fétiche, à son tour, c'est lui qui transmet le message au niveau de Dieu. Ok. Donc c'est le fétiche qui est l'intermédiaire entre la personne et Dieu. Dieu. Donc, et à chaque fois, le féticheur, quand il verse soit le vin de palme ou bien le sang de l'animal, vous allez entendre aussi, il prononce le nom de Dieu, Dieu. qu'on appelle chez nous Atémit. Atémit, cela veut dire le seul Dieu que le chrétien croit, que le musulman aussi croit. Donc l'animiste aussi, il croit à ce Dieu. Il a beaucoup de fétiches, chaque fétiche a son rôle à jouer, mais un seul Dieu. Et au cours de ces explications, on aura l'occasion de voir quelques de ces fétiches qui existent dans le village. Par exemple, ici, vous avez le premier fétiche en milieu Diola. Cette fétiche est appelée Kouhouloum en Diola. Kouhouloum. Kouhouloum, cela veut dire l'autel des morts. Ok. Chez nous, s'il y a un mort, on amène quelques de ses biens. Par exemple, sa valise, on le dépose à côté. On dira le 6e ou le 7e jour, le mort revient prendre ses biens. Ok. Mais ce n'est pas la personne physiquement. C'est son âme qui revient prendre les biens déposés. C'est pour cela, chez nous, on croit à la réincarnation. La réincarnation chez nous, ce n'est pas au niveau de bêtes ni d'arbres. C'est au niveau des naissances qui reviennent vivre dans les familles. Donc à chaque fois qu'il y a un mort, on dit qu'il y aura une nouvelle naissance dans la famille. C'est pour cela aussi chez nous, on considère que les morts ne sont pas morts. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Les photos aussi sont fermées. Donc s'il y a Moi, pas ce qui m'intéresse, ce mur-là, comme je pense que ça vient du fromager. Oui, ça ce sont les racines du Les fromage. racines, oui, Ouais. mais c'est comme, ça peut mesurer à peine combien de mètres? Bon, presque 2 mètres. Hein. On n'a jamais mesuré cette Mais c'est long. cette Et vous hauteur. avez choisi cet endroit pour le premier, comment s'appelle Le encore? premier fétiche du Le premier fétiche du Kouhouloum. Et quelle était la différence entre les soies que vous avez? Pourquoi vous avez choisi cet endroit pour mettre le Kouhouloum? Bon, normalement, le musée, ce n'était pas ici sa place. Ok. Donc c'était de l'autre côté, mais ils sont en train de le reconstruire Ok. ici. Ok. Donc c'était construit à terre cuite, Ok. c'est-à-dire En banco. Donc lorsqu'on a déplacé les bagages, c'était évident qu'on le mettait ici parce que c'est le premier. Donc pour expliquer un peu l'histoire des Diola Ok. ici. Ok. Donc ce qui fait qu'on l'a placé aussi ici parce que c'est souvent ici qu'on démarre les commentaires. Ok, c'est bien. Et le livre? Ça c'est le livre d'or après la visite. Donc souvent les clients qui passent,
Ils donnent des signatures. Ah, ok. C'est intéressant. Et là, auparavant, il y avait beaucoup de guerres tribales entre les villages. Donc, ils se battaient à cause des forêts, des rizières ou bien des limites entre villages. Ouais. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de guerre. Ça, c'est la carapace d'un tortue de mer utilisée auparavant comme bouclier pour se protéger contre les lances et les flèches. Ici, vous avez la peau de l'hippopotame au niveau ventral, utilisée aussi comme bouclier. Donc, auparavant, il y avait beaucoup d'hippopotames ici. Aujourd'hui, à cause de la remontée de l'eau salée, il y a plus d'hippopotames. Mais aussi, les hippopotames étaient des animaux très dangereux. Ils attaquaient les personnes, en même temps, ils ravageaient toutes les récoltes et les gens les chassaient. Ici. Et ici, là, vous avez le fétiche pour le mariage traditionnel Jola. Ce fétiche qui est là. Ça, ce sont des mâchoires et des crânes de porc qui ont été sacrifiés à ce fétiche. Donc, pour vous dire que chez nous, un homme, avant de prendre une femme d'ici, quelle que soit ta religion ou bien ton ethnie, il faut que tu donnes la dot à la famille de la fille. La dot chez nous, c'est quoi? L'homme doit donner le porc, le vin de palme et le coq. Donc, le féticheur, il tue le porc, seulement le sang qu'il en a besoin. Le vin de palme, il récupère un tout petit peu. C'est pour faire les offrandes au niveau de ce fétiche. Et tout ça, c'est pour avertir au fétiche que la fille quitte dans sa famille pour aller fondre une autre famille. Donc, la viande qui reste et le vin, c'est pour la fête, pour les gens qui viendront assister à la cérémonie. C'est tout. Et ici, vous avez un symbole de menotte. Je vous avais dit qu'auparavant, il y avait beaucoup de guerres tribales. Et si une fois il attrapait un prisonnier auparavant, c'était ça qu'il utilisait comme des menottes. Donc, pour l'enchaîner. Donc, auparavant, les menottes, ce n'était pas pour les mains, mais par contre pour les pieds. Donc, avec ce bâton qui séparait les deux pieds. Donc, ça, c'est une représentation. Il y avait des menottes plus grandes. Tu mets un pied l'autre avec ce bâton qui sépare les deux pieds. Et ça faisait très, très mal. Souvent, avant de libérer un prisonnier, il demandait à la famille du prisonnier d'abord de payer 6 bœufs en échange avant de libérer le prisonnier. Et si vous avez des armes utilisées auparavant pour faire la guerre corps à corps, c'est qu'ils n'avaient pas des armes plus sophistiquées. Est-ce que je peux passer par là? Oui, allez. Donc, dans le musée, il n'y a rien qui est sacré ici. Donc, ce sont des représentations des villages qui sont là. Donc, les fétiches qui sont là ne sont pas actifs. Donc, les vrais, on les trouve à l'intérieur du village. Donc, cette physique qui est là, c'est le colon qui a amené ça ici. Le Diola ne connaissait pas ces genres d'armes. Aujourd'hui, on l'utilise pour se communiquer, pour passer des informations s'il y a des cérémonies traditionnelles surtout. Mais ça, c'est l'ancien modèle. Il y a les nouveaux modèles qui existent. Donc, vous avez le fer et le bois. Et cette lance qui est là, il l'utilise aujourd'hui si un homme marié meurt pour sa danse traditionnelle. Seul un marié, si tu n'es pas marié, on ne l'utilise pas pour ta danse. Donc, vous allez voir s'il y a un homme qui est décédé. Donc, on le tient comme ça. Les hommes qui vont former des rangs, ils vont danser traditionnellement. Donc, ils sont là. Ils font aussi des chansons traditionnelles comme ça. On l'appelle en Diola Nikol. Et là, vous avez des arcs de flèches. Ça reste la corde qui relie les deux côtés. Et ici, le fétiche pour se confesser. Pour la confession traditionnelle animiste. Donc, chez nous, il y a ce qu'on appelle Nyényé chez nous. Nyényé, cela veut dire les interdits, les tabous et autres. Donc, pour vous dire que vous êtes dans un village où un homme animiste n'a pas le droit d'entrer dans une maternité. Chez nous, la maternité, c'est pour les femmes. Une fille aussi n'a pas le droit d'y entrer à la maternité seule qu'elle est en état de grossesse. Même si tu es militaire, qui fait la guerre, une fois au village, tu dois te confesser. Donc, la confession chez nous, c'est quoi? Tu amènes un jet de riz. Tu vas venir devant ce fétiche. Tu vas dire, toi seul avec le fétiche, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu parles directement au fétiche. Tout ce que tu as fait, tu n'as pas le droit de faire. Et tout ce que tu as vu, tu n'as pas le droit de voir. Tu abandonnes là-bas le jet de riz. Ensuite, tu tournes le dos, tu rentres directement chez toi. Et en rentrant, sans parler à personne, ni retourner le dos jusqu'à la maison, tu t'es déjà confessé. Et c'est la confession animiste qui existe au moment où je vous parle, ça existe. Et pour te confesser, on te conseille de te lever très très tôt. Sinon, si tu attends 7h ou bien 8h du matin, tu risques de rencontrer des personnes sur la route, des fois qui vont t'appeler. En répondant ou bien en tournant le dos, ta confession n'est plus valable. Et ici derrière vous, vous avez ce qu'on appelle casse-tête. Moi je suis ébloui parce que
je suis Diola, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé. Aujourd'hui, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Oui, c'est pour cela que je n'ai même pas de mots, je suis en silence, j'écoute. Parce que c'est une religion, moi, qui m'intéresse. Les animistes, les Diola, comme tu l'as dit depuis le début, les Diola sont des animistes. Ça, c'est une chose que moi, je crois aussi depuis longtemps. La religion musulmane qui a divisé maintenant les Diola, tu peux trouver des Diola musulmans, des Diola chrétiens, des Diola animistes. Mais avant, il n'y avait pas de Diola musulmans, il n'y avait pas de Diola animistes. Avant le colon arabe et le colon blanc, il n'y avait pas ça en Afrique. Il n'y avait pas ça ici dans le milieu Diola. Le milieu Diola était constitué d'une seule ethnie, l'ethnie Diola, et d'une seule religion qui est la religion animiste. Mais on n'en connaissait pas assez parce que dès que ces colons ont venu, ils nous ont tourné vers des choses qui ne sont pas... Ils nous ont cassé notre réalité, notre religion, ils nous ont volé nos choses qui appartenaient à notre religion. Mais là, je suis content de voir certaines choses qui restent conservées ici. Donc vous êtes dans un village où la tradition reste encore et vivante encore aussi. Et ici, vous avez ce qu'on appelle casse-tête. Comme son nom l'indique, c'était pour casser la tête lors de la guerre. Donc c'est fait à partir des racines du palétuvier, la mangrove. Donc pendant la guerre, il y avait des personnes qui portaient ce qu'on appelle le gris-gris. Donc le gris-gris te rendait invulnérable devant le couteau, la lance ou bien la flèche. Mais pas avec ça, cette casse-tête. Une fois sur la tête, ou bien si ça touche une partie de ton corps, ça brille les os. Et souvent, tu as l'hémorragie interne, tu risques de perdre ta vie. Mais jamais que le sang sortait à cause de ces gris-gris, surtout. Et là, vous avez des canaries faites à partir de la terre cuite, de la poterie. Ça, c'est surtout pour puiser de l'eau, mais il y a des plus grands pour boire. Souvent, ça garde aussi l'eau tout frais. Et il y a des gens qui nous taquinent des fois pour nous dire que c'est le frigidaire africain. Et ça, c'est surtout pour faire la sauce, pour cuisiner, pour préparer surtout. Et ici, vous avez le fétiche qui interdit le vol. Donc, vous êtes dans un village où le vol est formellement interdit. Donc, chez nous, le plus souvent, ne vole pas et tu dis, personne ne m'a pas vu, donc c'est bon, je suis à l'aise. Non. Le plus souvent, quand tu voles, il y aura des malheurs qui vont te poursuivre. Ces malheurs peuvent se manifester au niveau de ton corps ou bien au niveau de ton entourage. Et ce sont des malheurs qui reviennent souvent. Et les sages du village, quand ils verront ces malheurs, donc sauront que tu avais fait quelque chose qui n'était pas bon. En ce moment-là, ils vont te dire d'aller voir le féticheur, donc pour que les malheurs t'abandonnent. En ce moment-là, tu vas venir voir le féticheur pour l'expliquer ce que tu avais fait. Et le féticheur, à son tour, il va te demander une sanction. Le plus souvent, la sanction dépendait de la gravité du vol. Mais si c'est petit, il va te demander le porc, une chèvre et du vin de palme. Et tout ça, ce n'est pas pour le féticheur lui-même. Non. Ça sera une confession publique. Tout le monde sera là aussi pour voir qui est le malfaiteur du village. Une très grande honte pour ta famille et pour toi-même. C'est pour cela chez nous, un vrai Diola ne prend jamais ce qui n'est pas lui. Sinon, les fétiches vont réagir contre lui. Mais en ce moment-là, les malheurs t'abandonnent, mais tu seras encore rejeté par la société. Et là, vous avez une baguette. C'est pour ramer les pirogues non motorisées, faites à partir des troncs du fromage. C'est un bois léger aussi. Voilà, le fromage. Ça vient du fromage aussi. Donc, ouais. Et ici, vous avez des nasses pour pêcher, pour attraper des poissons. On le met au niveau sens contraire de l'eau, surtout en marée basse. Si une fois le poisson entre par là, il est coincé à l'intérieur, il ne pourra pas faire demi-tour pour sortir. En ce moment-là, on ouvre ici derrière, c'était fermé, avec ce chapeau. On l'ouvre, on enlève le poisson, on le met directement au niveau de ces sacs à pêche. Parce que c'est une manière de conserver le poisson. Une fois tu trempes le panier dans l'eau, le poisson pourra rester toujours vivant à l'heure que tu voudras rentrer. Un autre piège aussi pour attraper des poissons, c'est une pêche en groupe. Souvent les femmes qui l'utilisaient en marée basse, donc elles sont là. Si une fois tu vois quelque chose comme le poisson, tu le coinces à l'intérieur, tu vas sentir des vibrations parce que la chose cherche à s'enfuir. Tu plonges la main pour la chercher. Mais malheureusement, une pêche qui est en part de disparition. Parce que des fois, c'est un peu dangereuse. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur exactement en plongeant la main. Ça pouvait être les poissons qui ont des épines ou bien des crabes aussi. Et là, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir quelqu'un qui monte le palmier.
pour récolter le vin de palme. Moi, j'ai eu ça. C'est même monté auparavant à l'époque. Donc souvent, il y a une peau d'un animal qu'on prend pour renforcer un peu la sécurité. Oui. Si. Donc le récolteur, il l'attache au niveau des serins, bien accroché avec le palmier, il monte un pied après l'autre. Ouais. Et souvent, quand il monte, il est accompagné avec cette ciseau appelé essiban chez nous en Diola. Essiban. Essiban, c'est pour saigner une fois en haut le régime du palmier. Il va pied comme ça. Cette partie blessée, il y a une liquide qui sort là-bas, c'est la sève du palmier qui est le vin de palme. Il va utiliser en ce moment-là l'entonnoir faite à partir des feuilles du palmier. Il va le placer la partie où il a blessé comme ça. Avec ce bâton comme celui-là, il va le fixer. Il y aura la sève qui va couler comme ça. Et il va placer les bouteilles pour récupérer le vin de palme avec une corde aussi, l'attache ici qui permet de tenir la bouteille en haut. Et le récolteur monte 2 fois par jour. Le matin, il monte pour récupérer le vin de palme qui est tout frais le matin comme de la boisson, il n'y a pas d'alcool. Mais de fur et à mesure que tu le laisses, donc d'ici 24 heures, il commence à se transformer et vous avez l'alcool. Il se transforme aussi tout seul. Et le soir, il change l'entonnoir parce que ça filtre le vin, ça risque de se boucher. Okay. Et ici, vous avez des bouteilles utilisées auparavant pour récupérer le vin de palme. C'est la famille des calebasses, des coloquintes. Aujourd'hui, on ne l'utilise plus. Pourquoi? Parce qu'il y a l'oiseau qu'on appelle le calao, qui les perce pour boire le vin de palme et le reste est versé en bas. C'est pour cela, en haut des palmiers, aujourd'hui, vous allez trouver des kirènes ou bien des casamassiers, des bouteilles en plastique. Donc, il y a un oiseau qui casse ça pour en boire le vin. Donc, le calao avec une longue Oui, bec comme ça. oui. Souvent, qui est là, quand il pique, donc ces calebasses risquent de se casser. Et puis, il boit le vin. Il boit le vin et le reste. Ça se verse. Oh. Et là, vous avez l'outil qu'on appelle kajandou. Kajandou, c'est une forme de bêche ou bien une pelle, si vous voulez. On l'utilise pour cultiver le riz dans les rizières. Donc, dans le kajandou, presque il y a 3 parties qui sont les plus importantes. La partie fer augmentée par le forgeron, ce bois souvent appelé kajandou, et le bâton ajouté qui facilite de se baisser. On le tient comme ça et on tourne la terre en formant des sillons. Et chez nous, un enfant qui a 10 à 11 ans, on t'apprend à cultiver parce qu'on considère le riz comme l'aliment principal chez nous. Et les hommes qui cultivent, les femmes qui piquent le riz, surtout. Et ici, vous avez des seaux pour boire le vin de palme. Souvent chez nous, pour boire, il n'y a pas chacun à son verre pour faire santé, ching ching, kiling kandang. Il n'y a pas ça, oui. Donc cette louche qui fait le tour, faite à partir des noix du rognier, le palmier rognier. Donc on enlève ce qu'on mange, on le perce, on ajoute ce bois. Oui. Et puis Souvent, là, le seau est au milieu, les gens s'assoient tout autour. Le plus âgé, souvent, il prend le premier. Il remercie d'abord aux ancêtres avant de boire. Il va verser un tout petit peu à terre, il boit. Les autres prennent à leur tour. Et là, vous avez des symboles de richesse. Le Diola, auparavant, quand il vous disait il est riche, ce n'était pas l'argent. Donc le Diola ne connaissait pas l'argent. Donc la richesse chez lui, c'était les animaux, le riz, la terre, autre chose différente de l'argent. Et surtout pendant les cérémonies traditionnelles, vous allez voir beaucoup de gens qui se montraient très très riches. Donc à quoi servait tout ça? C'était une manière de faire une publicité. Parce qu'auparavant, ils vivaient avec le troc, l'échange. Et si une fois vous voyez une personne qui mettait ça au niveau de sa tête, un autre villageois qui passait, il voit ça, il dit tiens, cette personne avait beaucoup de riz. Donc ça lui facilitait de faire l'échange avec celui qui avait beaucoup d'animaux. Parce que souvent le riz se faisait l'échange avec des animaux. ouais. Mais aujourd'hui, malheureusement, on ne trouve plus de richard parce que c'est la monnaie qui domine. Ouais. Le troc est en part de disparition. Il est complètement disparu. Merci. Et là, vous avez une flûte, il n'y a qu'un seul trou. Il n'y a pas notre trou quelque part. On l'utilise aussi pour se communiquer, pour passer des informations. Tu peux passer une information? Bon, pas tellement une information, mais... Non, juste, est-ce que tu peux le démontrer, par exemple? Je peux démontrer. Ok. Donc, il y a une liquide qu'on appelle la myrrhe. Souvent, on l'appelle le tulukuna en Wolof. Ok. On met muki. Donc, on le met à l'intérieur. Ça nourrit le bois et ça amplifie le son. Le son pouvait partir de très très loin. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas mettre cette liquide à l'intérieur, sinon je risque de déranger la population. Mais à la place de la myrrhe, je vais mettre de l'eau pour démontrer, ça reste un peu de son.
Malgré l'existence des téléphones portables, toujours les gens l'utilisent. Pourquoi? Parce qu'avec le téléphone portable, souvent, tu n'as pas de crédit pour appeler tout le monde. Tu n'as pas, même pas leur numéro aussi. Ça, tu le cites une fois, deux fois, la moitié de la population a déjà l'information. Donc, on le tient comme ça. On dépose que les lèvres et on siffle. Donc, si on mettait la mire, ça amplifie le son. Et là, vous avez le pilon et le mortier pour piler le riz. Aujourd'hui, il y a les moulins, donc plus facile. Mais malheureusement aussi, vous allez comprendre, il y a beaucoup de parents aussi quand même qui préfèrent toujours utiliser le pilon et le mortier, qui est encore plus difficile. Pourquoi? Parce que souvent, avec le pilon et le mortier, tu as les grains entiers du riz. Mais avec le moulin à mil, ça risque de le briser en tout petits morceaux. Surtout. Et là, vous avez l'échelle pour monter au grenier, pour faire descendre le riz. Parce que souvent, le riz, on le garde en haut. Et pour monter, tu restes dans cette position. Il y avait quand même des échelles plus grandes. Tu déposes comme ça le pied et tu montes les pieds croisés, un pied après l'autre. Là, vous avez des paniers qui c'est à partir de ces feuilles du rognier, le palmier rognier. Donc ici, vous avez les fibres qui portent les feuilles, qui sont plus résistants, ces paniers, plus solides. Donc qui sont là, derrière, souvent, qui portent les feuilles. Ce sont les fibres qui sont là. Donc, et ici, ces paniers sont utilisés surtout pendant la saison sèche et la saison des pluies. Ici, vous avez les feuilles elles-mêmes qui sont là, qui sont plus légers, mais moins résistants à l'eau. Souvent, on l'utilise pendant la saison sèche. Et ici, je vous laisse deviner, ça c'est quoi? Est-ce que vous faut trouver? Donc, je vais vous Je indiquer. ne vais pas dire c'est un chapeau, non, non, c'est pas un chapeau. Chapeau, sinon tu risques d'avoir toute la tête à l'intérieur. Oui, on l'utilise pour quelque chose. Donc, je vais vous indiquer un peu. Souvent, on le met comme ça derrière. C'est à vous de me donner la réponse. Non. Imaginez qui peut être derrière. Un enfant. Un enfant, le bébé. Ok, le Donc, bébé. si vous voyez une femme qui a ça derrière elle, ne vous étonnez pas, sachez qu'elle a un bébé bien protégé du soleil. Donc, chez nous, les femmes amènent leurs enfants dans les rizières pour travailler. Donc avec le soleil, le bébé est bien protégé derrière. Ok. Vous n'avez jamais vu ça. Et ici, vous avez le plus grand parapluie. C'est pour protéger le bébé et la maman de la pluie, surtout pendant l'hivernage. Donc c'est pour cela qu'ils ont mis la toile derrière, c'est pour empêcher l'eau de pénétrer. Et ici, vous avez le premier tambour des chrétiens du village. Donc déjà, il y a une signe de croix qui est là, donc qui représente un peu la religion chrétienne. Donc pour vous dire qu'au début, les gens qui se convertissaient en christianisme, donc mélangeaient un peu la culture et la religion. Donc ils se disaient, eux maintenant, ils sont des chrétiens, ils ne devaient pas faire la lutte traditionnelle, la danse traditionnelle et autres. Mais au finish, ils ont compris que c'était des choses différentes. Donc ils sont revenus voir leurs frères animistes pour les dire que tiens, vous allez nous faire aussi un tambour. Nous aussi, s'il y a des messes à célébrer, ou bien s'il y a aussi des fêtes aussi, on pourra aussi taper un peu le tam-tam, aussi jouer aussi, faire aussi un peu de la culture aussi, qui est de nous. C'est à ce moment-là, les animistes ont donné ce tambour qui est le premier du village. Ici. Et ici, vous avez cette calebasse. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Souvent dans les clips de musique Diola ou bien les Mardi Gras aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de femmes ou bien beaucoup d'enfants qui l'utilisent. Donc le plus souvent, les vraies calebasses, on les trouve dans les villages. Et chez nous, les femmes malheureuses qui portent ces genres de calebasses. Donc je dis les femmes malheureuses parce que ce sont des femmes qui ont des enfants qui meurent à bas âge répété, ou bien des femmes qui ont des avortements répétés. Donc chez nous, il y a une association de femmes qu'on appelle Hunyalen. Donc cette association vient souvent en aide ces genres de femmes qui ont ces genres de problèmes. Mais d'abord, si la femme accepte bien sûr d'aller voir cette association, parce que c'est quelque chose de volontaire, ce n'est pas obligatoire. Et si la femme accepte, elle doit communiquer d'abord avec son mari. Il faut que le couple soit d'accord. Et si une fois le couple d'accord, donc ils vont venir voir cette association pour l'exposer leurs problèmes.
L'association, avant de prendre en charge à la femme, elles vont d'abord voir où se situe réellement le problème. Si le problème vient de la femme ou bien chez l'homme. Maintenant, si le problème vient de la femme, l'association l'accepte en leur donnant cette calebasse. Par contre, si le problème vient de l'homme, chez nous, l'association ne traite pas des cas d'hommes, seulement les cas de femmes. Une fois acceptée la femme, cette calebasse, on va la remettre. Donc, elle va le porter soit au niveau de ses bras ou bien sur sa tête comme ça. Donc, elle le porte sur sa tête ou bien au niveau de ses bras. Partout où elle va, elle doit aller avec cette calebasse. Parce que c'est cette calebasse qui doit la protéger durant toute son épreuve qu'elle va durer avec cette association. Mais vous allez voir, c'est une épreuve qui est quand même très, très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'interdits. En fait, la femme ne sera pas libre durant toute son épreuve. S'il s'agit de manger, c'est ici qu'elle demandera son repas. Si elle n'a pas cette calebasse et elle demande son repas, on va la servir en bas comme une bête, elle va manger. Maintenant, si elle a cette calebasse, elle demande ici son repas. Et en mangeant par hasard quelque chose qui n'est pas bon, tombe ici à l'intérieur, elle n'a pas le droit de faire quitter ça, d'enlever ça. Elle sera obligée de mélanger et manger. Mais tout ça, quand même, c'est pour la purifier. Pour enlever aussi les mauvais sorts qui sont en elle. Il y a des jours où l'association fera appel à son mari pour les faire contact. Si une fois elles sauront que la femme est en état, elles vont bloquer le mari et continuer à surveiller la femme jusqu'à le jour de son accouchement. Et après son accouchement, elles vont encore garder le bébé pour avoir sûr que l'enfant se porte bien avant de le ramener à son mari. En ce moment-là, ça sera une très grande fête de 6 jours dans le village. Et le mari content qu'il est parce qu'il a un enfant, il va tuer beaucoup d'animaux, utiliser beaucoup de vin. C'est pour remercier l'association d'avoir pris en charge à sa femme. Après les 6 jours de fête, la femme sera libre. Elle va garder cette calebasse à côté. Elle pourra manger normalement partout où elle va dans le monde sans cette calebasse. En ce moment-là, la femme en Djola, on l'appellera Agnalena. Et Agnalena qui existe au moment où je vous parle, ça existe. Et les enfants qui naissent dans cette association, le plus souvent on les donne des noms un peu bizarres. Vous allez entendre chez nous des personnes qu'on appelle nom d'un pays, d'un animal ou bien d'une chose. Des personnes comme Conakry, Marmite, Kenbougoul, Washington, France. Donc si vous entendez ces genres de noms, demandez à la personne souvent pourquoi ce genre de nom. Souvent, elle aura des explications à vous donner. Et s'il n'y a pas de questions, on va terminer par ce bâton qui est là. Mais à l'époque, les noms choisis, c'est quand ça sonne, ce qui sent normalement, ça vient de la culture Diola. Comme tu disais, Kenbougoul, ou bien Kabeten. Kabeten, ouais. Et là, cette signe qui est là, c'est une signe de protection chez nous, mais en même temps aussi une signe d'interdiction. Interdiction pourquoi? Par exemple, dans un arbre qui a des fruits, on vous met ce genre de signe, on vous dit de ne pas toucher les fruits de l'arbre. Maintenant, dans une maison ou bien dans un terrain vide, on vous met ce genre de signe, on vous dit que c'est un espace protégé, surtout contre les mauvais sorts. Et ici, c'est le roi qui a planté ce bâton ici, donc pour protéger un peu l'endroit, lorsqu'on a déplacé les bagages ici, parce que l'ancien musée se trouvait de l'autre côté. Donc pour protéger surtout l'espace contre les mauvais sorts, mais aussi souhaiter aussi aux gens qui viennent la bienvenue aussi. Donc s'il n'y a pas de questions, c'est là qu'on met les petites explications du musée. En tout cas, c'est intéressant. Je suis tellement content d'entendre toutes ces explications. Je suis ravi en tout cas d'entendre ça, très content même. Parce qu'il y a des choses que, comme tu disais, Kunyalenak, je connais ça, mais il n'y avait pas assez d'explications. Aujourd'hui, ça a été très profond. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, moi, j'ai apprécié. Hein. Donc, pour l'entrée du musée, on demande la générosité des clients qui passent. Donc, une part, c'est pour les orphelins du village, l'autre part, c'est pour l'entretien. Là, c'est intéressant. Donc, je vous remercie encore pour votre visite. Ouais. On va essayer de voir combien on va vous laisser. Comme tu dis, c'est une générosité. Donc,